Salut tout le monde, Ben Garneau à l'appareil. Bon, une petite vidéo avant le congé des fêtes, parce que ma prochaine vidéo, ça va être après les fêtes, probablement mardi ou mercredi la semaine prochaine. Bon, j'espère que tout va bien pour vous, parce que tout bien considéré, ça se peut que ça aille mal pour certains. Je veux dire, il ne faut pas être têtu durant les discussions familiales pour le congé de Pâques. Exemple, je sais que ma fille et son conjoint veulent voter pour le Parti libéral de Marc Carné. On n'a pas le choix, ils vont voter pour Marc Carné de toute façon. Ça ne nous donne rien de nous mettre en colère, de vouloir argumenter, c'est comme ça. Les jeunes, voyez-vous, ils n'ont pas le temps de s'informer. Ils travaillent du lundi au vendredi, il y a la vie familiale avec le petit bébé en plus, fait que l'énergie leur manque. Ils ne peuvent pas aller se renseigner sur Twitter. J'en ai parlé avec ma fille, justement, puis elle veut voter pour celui qui incarne le mieux l'avenir. Bon, ça ne donne rien d'argumenter d'essayer de la convaincre. On a beau blâmer les bébés boomers, justement, pour rentrer le Parti libéral, mais combien de jeunes vont voter, justement, pour le Parti libéral par manque d'informations? Il faut accepter. On ne peut rien contre ça. Mon opinion sur les prochaines élections, je suis pas mal convaincu que Marc Carné va gagner son élection. Peu importe qu'il soit majoritaire ou minoritaire, parce que les autres partis de l'opposition vont majoritairement s'allier à Marc Carné. Je le sais, c'est ça qu'on a vu avec le dernier gouvernement. Ils se sont tous alliés à Trudeau. Marc Carné, ils vont tous s'allier à Marc Carné. C'est comme ça. Il y en a qui vont s'opposer, bien entendu. Pierre Poilievre, puis l'autre, Maxime Bernier, ils vont être minoritaires face à, justement, les partis au pouvoir. Je ne peux pas dire le parti au pouvoir, les partis au pouvoir. NPD, Bloc québécois, etc. C'est comme ça, on n'est plus rien. Donc, en famille, il faut qu'on soit têtu, mais pas trop. Quand la conversation commence à s'envenimer un peu, hop, 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 on va parler d'autre chose. On va parler de la maladie mentale des Canadiens, le hockey. Ça va faire plaisir à tout le monde, puis on n'a pas le choix. Il faut pas qu'on soit têtu plus que autres. Tout le monde va passer une mauvaise soirée si on essaye de s'entêter. Et puis, si Pierre Poilievre est élu, c'est une possibilité, bien sûr, que j'envisage. Mais là, il faut qu'il soit majoritaire. S'il est minoritaire, encore une fois, il va y avoir tous les partis de l'opposition, libéraux, NPD, Bloc, etc., contre lui. Il ne pourra rien faire. Donc, minoritaire, Pierre Poilievre, ça donne absolument rien. Il faut absolument qu'il soit majoritaire s'il veut changer les choses. Bon, voilà, c'est tout en ce qui concerne les élections au Canada. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Maintenant, en ce qui concerne Donald Trump, c'est différent. Là, on peut gagner des points, on peut convaincre des gens. Il suffit d'expliquer, s'ils envisagent ça comme sujet de discussion, évidemment, il suffit d'expliquer que Donald Trump, son but, c'est de ramener la paix dans le monde. C'est son but principal. Son but secondaire, c'est de ramener le système capitaliste aux États-Unis, le système qui a fonctionné pendant longtemps. Parce qu'on n'est plus dans le système capitaliste. Si on explique aux gens que le système capitaliste, c'est quoi? C'est le directeur d'entreprise, il y a 500 employés, son entreprise est au Canada, ses employés travaillent au Canada, ils payent de l'impôt au gouvernement du Canada et ça enrichit le pays. Tandis que le système dans lequel on vit, c'est le système mondialiste. L'homme d'affaires qui réussit, son entreprise est au Mexique ou, ailleurs, ou en Chine ou ailleurs, ou en Thaïlande, peu importe. Il enrichit d'autres pays. Il ne paye même pas ses impôts au Canada. Sa fortune est aux îles Caïmans ou aux Bahamas. C'est le système mondialiste. Et c'est ça qui nous détruit. Tous les pays membres de l'OTAN et de l'Union européenne, même profil, même catastrophe économique, même plan mondialiste. Alors c'est ça que Donald Trump veut ramener. Deux choses, la paix sur la Terre et le système capitaliste qui a réussi dans le passé, le système capitaliste pur et simple. Facile à comprendre, facile à appliquer. Et voilà, c'est deux points sur lesquels on peut gagner. Ah, bien entendu, on peut gagner lors d'une discussion familiale. On peut être obligé de nous donner raison sur beaucoup d'autres points. Par exemple, l'immigration massive, le fait musulman qui prend de plus en plus de place, tous les désordres qu'on voit dans nos centres-villes, c'est des choses qu'on peut discuter en famille, en autant que ça ne choque personne, évidemment. On a quand même parcouru beaucoup de chemin depuis 5 ans. Je me souviens, il y a 5 ans, quand ça a commencé, la crise du COVID. Jamais qu'on aurait deviné jusqu'où ça nous amènerait.
La chose la plus horrible que j'ai vue durant la crise du COVID, en fait, la chose la plus horrible que j'ai vue dans toute ma vie, ben c'est ça. On a empêché les enfants de jouer ensemble. On les a distancés au maximum. On les a privés de tout contact. La première fois que j'ai vu ça, ce genre de scène-là, c'est-à-dire séparer les enfants de 2 mètres partout dans les cours d'école, je circulais en automobile, puis je me suis dit, mais ça se peut pas, il y a quelqu'un qui m'a téléporté à Guantanamo. C'est une réflexion que j'ai eue parce que je me souvenais de certaines images comme ça où on masquait les prisonniers à Guantanamo. Le but du masque, c'est de couper tout contact. Si je lis ce qui était écrit là, ils ont appliqué à la lettre la technique numéro 1 de la charte de torture psychologique de Biderman, l'isolation. C'est Carl Levin, le PDG de la Commission des forces armées américaines, qui l'a admis. Est-ce que c'est un hasard si en 2020, ces mêmes mesures sont imposées à la population mondiale, soi-disant pour empêcher la transmission d'un virus? Ça, c'est un article que j'avais vu dans Agence France-Presse, un article quand même assez récent. Surveillance quasi constante, accès limité aux familles, isolement, le traitement des 30 derniers détenus de Guantanamo est cruel, inhumain et dégradant, selon une experte de l'ONU. Eh bien, ça explique un peu ce qu'ils ont fait avec nos enfants. Moi, je trouvais ça monstrueux, à juste titre d'ailleurs. Bon, je regarde tout ce qu'on a subi depuis 5 ans, c'est monstrueux. Moi, dans mes souvenirs, j'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu soif. Il y en a combien à notre époque qui ont faim et qui ont soif? Moi, je suis né en 1952, j'ai encore des excellents souvenirs des années 1950-1960. Mes parents, est-ce qu'ils auraient accepté de masquer leurs enfants comme ça, de les distancer, de les priver de socialisation avec leurs petits amis? Comment auraient réagi mes parents? J'en ai aucune idée, mais moi, je me souviens qu'à notre époque, il y avait des grandes manifestations. Quand les gouvernements passaient des lois qui ne faisaient pas l'affaire, ça sortait dans les rues. Ça avait envie de tout casser. Je comprends pas les parents aujourd'hui. J'ai l'impression d'être sur une autre planète. Pourtant, c'est facile. Pour les enfants, c'est facile quand ils viennent au monde. Les enfants, dès 2 ans, ils commencent déjà à parler, ils commencent déjà à marcher, ils commencent à reconnaître, évidemment, papa, maman. C'est quoi un monsieur, c'est quoi une madame? C'est quoi les petits frères, les petites sœurs? Ils n'ont aucun problème de genre ou de sexe à cet âge-là. J'ai demandé à l'intelligence artificielle Grok quel est le pourcentage des personnes qui se considèrent non-genrées. Grok a répondu 0,5% et peut-être 1% de la population. Incroyable. Au lieu de donner une aide psychologique aux gens qui se considèrent mal genrés, on veut obliger 99% de la population à modifier leur attitude envers les gens qui se considèrent non genrés. C'est incroyable. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, bon, j'ai été à l'école comme tout le monde, les petits garçons étaient dans des collèges, les petites filles étaient dans des couvents. Eh bien oui, dans ce temps-là, les petits gars et les petites filles étaient séparés. Même le samedi, quand on allait au cinéma, les petites filles, vous allez vous installer dans les rangées à gauche, les petits garçons à droite. Ils séparaient les petits gars et les petites filles comme ça. Ça ne nous empêchait pas de nous voir, évidemment. Je veux dire, on partait à l'école puis on marchait ensemble, les petits gars et les petites filles. Puis là, oui, les petites filles arrêtaient au couvent puis les petits garçons se rendaient jusqu'au collège. Il n'y avait pas de problème. À l'école, ils nous enseignaient à bien manger, à boire des bonnes choses pour rester en santé. Puis à un moment donné, ils ont vacciné tout le monde pour la polio. Là, dans ma petite tête d'enfant, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Pourquoi nous injecter quelque chose dans le corps, des produits chimiques, et nous disent de manger des bonnes choses naturelles, de boire des bonnes choses naturelles? En tout cas, j'ai fait comme tout le monde, évidemment. Je me suis fait vacciner pour la polio. Dans ce temps-là, c'était le seul vaccin obligatoire. Bon, aujourd'hui, il y en a comment des vaccins, j'en ai aucune idée, mais je trouve ça monstrueux, ça aussi. J'ai passé l'information récemment. Mâle et femelle, le sexe est un construit social. Un pénis est un pénis, pas un organe sexuel mâle. C'est tellement stupide. Ça vient de planningfamilial.org pourtant. Pourquoi est-ce qu'il change la définition de tout? Dictionnaire Larousse, c'est quoi un pénis ou une verge? Organe génital masculin, tout simplement. Dictionnaire Le Petit Robert, pénis, définition. Non masculin, organe de la miction et de la copulation chez le mâle, du mammifère chez l'homme. C'est tellement simple. Pourquoi mettre dans la tête des petits-enfants toutes sortes d'idées stupides contre la science? Heureusement, le bon sens semble revenir dans certains pays.
La Cour suprême britannique tranche. La définition légale d'une femme repose sur le sexe biologique. Bon, soyons patients, le bon sens va revenir dans notre civilisation à un moment donné. Les années 1950-1960, eh bien oui, je n'ai que des bons souvenirs de cette époque-là. Je veux dire, c'était quelqu'un qui aurait vécu dans les années 1950, puis téléporté direct à notre époque. C'est comme tomber sur une autre planète. L'influence de la religion, c'était très fort. Le dimanche, ben, tous les offices étaient. Il y avait du monde à l'église en masse. Puis 6 heures le matin, je me souviens, 9 heures le matin, 11 heures le matin, 4 heures l'après-midi. Il y avait 4 offices. L'église était pratiquement pleine à chaque fois. On n'était pas plus malheureux pour ça. Je veux dire, ça faisait partie de notre mode de vie, ça faisait partie de nos croyances. Ben, dans ce temps-là, eh ben oui, tout le monde croyait le christianisme, la religion catholique, ici dans la province de Québec. C'était tout à fait normal. La religion catholique, elle n'a pas tellement changé que ça, c'est les gens qui ont changé. Ben, c'est les livres qui ont changé, la télévision. Je m'explique. Voyez-vous, avant, personne ne croyait en la réincarnation, les années 1950-1960. Ensuite, la littérature est arrivée. Comme beaucoup de monde, j'ai lu les livres de T. Lobsang Rampa, Le Troisième œil, toutes sortes d'affaires comme ça. J'ai essayé de me convaincre que la réincarnation c'était possible, mais non, ça rentre pas dans ma petite tête. Ça va prendre combien de vies pour se réincarner, pour devenir parfait, pour devenir des dieux? Ça va-tu prendre 10 vies, 50 vies, 100 vies? Il va falloir venir au monde 250 fois, ou 500 fois peut-être, venir au monde, vivre et mourir. Non, ça n'a jamais rentré dans ma petite tête. Je suis toujours resté un fondamentaliste. Je crois le texte tel qu'il est écrit dans la Bible. Là, je vais vous montrer les explications. Ben, voyez-vous, c'est ça qu'on apprenait à l'école dans les années 1950-1960, le credo, une prière qui s'appelle « Je crois en Dieu ». Je vais lire juste la fin, là. Monté aux cieux est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. La résurrection de la chair, qui croit encore ça à notre époque? Bon, j'en parle juste parce que c'est la période de Pâques, là. Bon, voici ce à quoi vos grands-parents croyaient. Nouveau Testament, les Épîtres, chapitre 9, comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Encore là, on parle du jugement, mais ils disent que l'homme meurt une seule fois. Bon, là, vous allez me dire, Élie s'est réincarné et il est devenu Jean-Baptiste. Oui. En effet, la Bible le reconnaît, il y a un cas de réincarnation documenté. Mais par contre, si c'était un cas d'exception, il faut penser à ça, parce qu'un cas d'exception ne peut jamais servir pour justifier une règle générale. On va lire 2 Rois chapitre 2. Élie y parle avec son apprenti qui s'appelle Élisée. Élie lui dit « Reste ici, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Ah bon? Puis, comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu, ils les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Là, Élisée, il reste seul, puis il comprend rien là-dedans, il voit Élie monter au ciel. Eh bien oui, Élie n'est pas mort. C'est ça le truc, il faut qu'il meure, comme tout le monde, mais une seule fois. Puis plus tard, le dernier texte, Luc, chapitre 1, « Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. » On parle ici de la naissance de Jean-Baptiste quelques siècles plus tard. Bon, qu'est-ce qui s'est passé avec Élie et Jean-Baptiste? Oui, Élie s'est réincarné en Jean-Baptiste, mais c'était un cas d'exception. Bon, donc, si on se fie sur les textes, évidemment, on a eu une naissance Élie, quelques siècles plus tard, une autre naissance Jean-Baptiste, et cet homme-là qui est né 2 fois a connu la mort une seule fois, conformément aux Écritures. Bon, on y croit ou on n'y croit pas, mais vos grands-parents y croyaient, tout simplement. C'est mon cas aussi, ben j'y crois. Oui, mais je devine qu'il y a plusieurs personnes qui se disent c'est écrit dans la Bible, oui, mais seulement que dans le Nouveau Testament, et spécialement dans l'Apocalypse. Il n'en parle pas ailleurs, dans la Bible. Reculons dans Ézéchiel chapitre 7. Là, on est en plein cœur de l'Ancien Testament. Vous mettrez sur pause pour avoir le temps de tout lire. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vous ferai entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair et vous couvrirez de peau.
Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel, etc. Bon, ben, il parle justement, là, évidemment, d'une résurrection des morts, en plein milieu de l'Ancien Testament, le livre d'Ézéchiel, chapitre 37. Mettez sur pause pour avoir le temps de tout lire. Bon, finalement, pour terminer, tout le monde se pose la question, d'où est-ce qu'on vient? Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Vers quoi on s'en va? C'est tout expliqué en long en large dans la Bible, si on veut bien lire. Il y a juste un texte que je vous recommande de lire et de relire une deuxième fois. Ben, c'est tout simplement la parabole de l'enfant prodigue. On le lit une fois, on le relit une deuxième fois, puis il me semble que c'est clair. En tout cas, c'est mon opinion. Encore là, ben, on y croit ou on n'y croit pas, j'essaye pas de vous convaincre. J'essaye tout simplement de vous dire ce que les vieux croient, ce que les vieux croyaient dans les années 1950 et 1960. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un bon congé de Pâques et surtout, si la conversation du temps des fêtes, durant les réunions familiales, s'envenime, pensez à donner l'exemple, c'est-à-dire changer de sujet de conversation. Inutile de se mettre en colère. De toute façon, on ne peut pas changer l'opinion des gens facilement. Allez tout le monde, je vous souhaite un bon congé des fêtes. Ben Garneau ici qui vous dit merci, partagez et à la prochaine.